parlare Torei, che tout le monde lei pensi a chi, che cercai la letteratura occitana, d'un pays du siècle baroque, ma anche mai du siècle des Aiguilles, fin dal secolo XX e il secolo XIX, non sai che sta la seconda parte del secolo XIX. E l'effort d'accordo, nous passe par là, de la correspondance de Luisa Paoli, avec comme amire la poésie. Le dialogue poétique. Le dialogue poétique. Alors, entre Perbos et Rouquier, on a déjà parlé de l'un et de l'autre, il y a l'écart de 2 générations. Louisa Paulin se trouve en position intermédiaire. Elle a 27 ans de moins que Perbos et 17 ans de plus que Rouquier. Leur correspondance commence à peu près en même temps, en juillet 36 avec Rouquier, en février 37 avec Perbos. Elle se termine avec la mort de Louisa Paulin. Il y a quelques lettres début 44 avec à Rouquier. Dans la même période, Louisa Paulin, on l'a dit, entretient une correspondance abondante et importante avec l'abbé Joseph Salvat, qui est de son âge, tout comme les 2 autres de ses correspondants, dont on a évoqué les noms ce matin, le breton Théophile Briand, qui est directeur de la revue Le Goéland, et ami de Saint-Paul-Roux, et Charles Bélier, directeur de la revue du Temps. Ces 3-là ont exactement le même âge que Louisa Paulin. Cette considération d'âge est très importante pour elle. Elle en fait état plusieurs reprises dans ses lettres. C'est l'effet de génération dont parlait M. Bousquet ce matin. La correspondance est la plus longue, qui commence en 1935, et celle avec Salvat, 248 lettres échangées, pour 89 environ avec Perbos et 78 avec Rouquier. Donc nous avons consulté la correspondance entre Salvat et Rouquier au CIRDOC, mais rapidement, et nous ne l'avons pas placée donc dans notre corpus. Nous en ferons mention, surtout dans la partie écrite de la communication. Alors, ajoutons à ce préambule que le volume, à proprement parler des échanges épistolaires, déborde les lettres elles-mêmes, qui s'accompagnent souvent de dissertations, de devoirs, parce que quand elle écrit à Salvat, c'est pour lui envoyer les devoirs du Collège d'Occitanie, de manuscrits, d'envois de livres, de revues, on se fait beaucoup passer les revues, et même de fleurs, puisque Perbos lui envoie un brin de chèvrefeuille, et Salvat lui envoie un grillon. Elle le met sur sa table, qui la charme pendant qu'elle écrit. Alors voyons comment, pour ce qui est donc de Rouquier et de Perbos, qui ont tous les deux l'initiative de la correspondance, de la première lettre, voyons comment s'effectue l'entrée en correspondance. Rouquier envoie une carte de visite très modeste, d'apparence, et qui est donnée en facsimilé dans l'édition de Vinterral. Une petite carte, vous l'avez là, une petite carte sans date d'ailleurs, qui dit « René Rouquier vient de lire votre merveilleuse symphonie et vous en exprime sa respectueuse admiration, vous remercie pour la joie que vous lui avez donnée. » Ce qui est important, c'est pas ça, bon, s'il a lu la symphonie, mais c'est surtout ce qu'il dit, ce que je n'ai pas lu, René Rouquier de la SEP, Société des écrivains de province. Cette société créée en 1918, et qui s'est dotée d'une revue, La Renaissance provinciale, c'est une société importante qui a été étudiée par Jean-François Chanet d'abord et Anne-Marie Thiès ensuite, qui en montre le rayonnement dans toutes les années entre les 2 guerres. La société, dit Anne-Marie Thiès, elle dit « La Société des études provençales organise des concours poétiques annuels. Le lauréat du prix se voit récompensé par un abonnement à la revue et par un tirage de luxe. » Et quand on lit la correspondance, on trouve dans la correspondance avec Salvat le fait que Louisa Paulin a très volontairement écrit un fragment d'une symphonie d'automne en albigeois pour avoir le prix. Elle lui dit « C'est plus io avevo titre di laureato, cresi capo malandarier la porte de la reviste, che esigite per forza un mondo. Gli scriveriai et l'écririei d'articles sur l'us libre et occitan. » Donc voilà une façon détournée d'entrer dans un réseau. La démarche de Rouquier correspond exactement d'ailleurs à l'analyse que fait Anne-Marie Thiès des membres de cette société. Le mouvement devient une carte de visite pour ceux qui ont réussi à se faire connaître grâce au vaste réseau interrégional et fédératif
Ils peuvent oser entrer en relation épistolaire avec des collègues, c'est le cas, puisque Rouquier, comme Louis Apollin, sont des collègues, sont instituteurs, des collègues plus connus, et participer d'une identité sociale qui a désormais une certaine reconnaissance, celle de l'écrivain de province. Bon, pour Père Bosc, tout le monde le sait, maintenant on a bien parlé, qu'il fait écrire sa petite fille, Suzanne Césarat, le 9 février 1937, sous prétexte qu'elle avait été élève de Louis Apollin à Tulle en 24-25. Père Bosc n'a pas besoin de carte de visite, il représente à l'âge qu'il a, avec la surface qu'il a, comme dirait Robert Laffont, une siècle d'occitanisme. Et début février, il a lu en tant que maître des jeux floraux, influent et respecté, Philippe Gardy en a parlé tout à l'heure, les pièces envoyées pour le concours de 1937, et il dit à Louise Apollin qu'il y a quelques petites corrections à faire, mais qu'il est vivement intéressé par ce qu'elle a écrit. Son intervention, détournée donc par l'intermédiaire de sa petite fille, est celle d'un admirateur, d'un conseiller, d'un intermédiaire utile à l'entrée sur le marché littéraire occitan. Pour Louise Apollin, la porte avait été ouverte, entre parenthèses, par Salvat. Grâce au prix qu'elle avait obtenu en tant qu'espoulane du Collège d'Occitanie, elle avait obtenu 2 fois le prix des Jeux floraux scolaires, et un des livres donnés à l'occasion de ces prix, ça avait été le livre des Auxelles de Père Bosc. Elle ne manque pas de le lui dire d'ailleurs dans sa première lettre. Louise Apollin, en recevant ces 2 lettres, réagit comme toujours très, très vivement. Elle répond longuement en se livrant assez abondamment. C'est elle qui va créer le climat de confiance et puis l'amitié, qui va être le fondement d'une société épistolaire dont elle parle très bien. Elle dit « J'aime cette idéale société que je dois à mes poèmes. De ses amis, je n'ai que le meilleur, et le meilleur aussi je leur donne. Cela crée un univers spirituel, le seul habitable. » Bon, Rouquier et Père Bosc, ce sont 2 mondes littéraires. Les lettres abondent en renseignements sur les stratégies à mettre en œuvre pour être lues et publiées, pour accéder à une reconnaissance dont les voies sont différentes en poésie française et en poésie occitane. Il est souvent question de concours, parce que le concours est ce qui conditionne, en français comme en occitan, la publication en revue, on l'a déjà dit, parfois en recueil. Les publications amènent l'élargissement des réseaux, et pour Louise Apollin, c'est cumulatif, et ça va très très vite, entre 37 et 38, quand elle est revenue l'installer à Réellement. Père Bosc, donc 2 mondes. Le monde des revues françaises ne trouve pas tellement d'écho chez Père Bosc. La revue La Renaissance provinciale, La Renaissance provinciale, il la trouve bien provinciale. Il dit la Renaissance provinciale, c'est pas ça du tout. Ces gens-là sont tout au plus des faits libres sans la langue. Quand elle lui parle du beau élan de Théophile Briand, dont elle a obtenu le prix, c'était le premier concours de la revue en 1937. Il y avait 140 candidats, elle a eu le premier prix. Il ne connaît pas non plus, à l'exception de Germaine de Beaumont qui est dans le jury. Pour Père Bosc, comme pour Salvat, donc il n'y a que l'Académie des Jeux floraux, c'est l'Académie toulousaine et les prix annuels qui comptent. Là-dessus, Philippe Gardy a bien insisté, donc je passe. Rouquier, de son côté, a une stratégie toute française. Il n'est pas perméable, on l'a dit aussi, au discours militant de Louise Apollin sur l'intérêt de suivre les cours du Collège d'Occitanie. Elle lui donne tous les adresses, les coordonnées. Non, ça ne l'intéresse pas. Lui, il vient de publier Contrainte, une plaquette de poésie. Il a donc publié finalement avant elle. Oui. Chez Eugène Figuière, un éditeur parisien en 1936. Une petite plaquette de poésie qui est préfacée par Phileas Lebègue. Phileas Lebègue a été aussi étudié par Anne-Marie Thiès, il y a une dizaine de pages qui lui sont consacrées. C'est une autre carte de visite, c'est un éditeur parisien de poésie, poète paysan picard, fort apprécié dans le milieu des instituteurs, dit-elle. Le ton de la correspondance avec Rouquier est beaucoup plus mondain qu'avec Père Bosc. Louise Apollin se livre à une sorte de parade de ses connaissances et de ses relations au niveau des revues dans lesquelles elle a écrit, auxquelles elle correspond, qu'elle connaît, mais dans lesquelles elle publie. Le Divan, qui est une revue néo-symboliste, et la Muse française, Yggdrasil, les nouvelles littéraires de Benjamin Crémieux, la revue hebdomadaire. Et alors elle dit à Rouquier, et en haut du panier, le Mercure de France. À quand votre tour? C'est ça qu'il ferait cossu, n'est-ce pas?
Donc il y a vraiment cette idée, quand je dis stratégie, il y a vraiment une pensée, se faire connaître, se faire publier, élargir le réseau. Rouquier, lui aussi, est très... il calcule la façon de se faire connaître. Et très tôt, il vise, parmi les relations de Louise Apollin, Pascal Olivier, dont on a parlé aussi, qui est Simone de Barreau de Muratel, que Louise Apollin connaît, qui est très lancée dans le Divan, et puis dans le Divan et dans le Mercure de France, qui est une voisine. Elle est évidemment, dit Louise Apollin, beaucoup mieux placée que nous pour faire reconnaître son œuvre. Donc l'idée de recherche des places. Rouquier écrit à Louise Apollin, je pense que vous voudrez bien me dire comment vous voyez Pascal Olivier, vous me rendrez un grand service. Donc il va très vite chez Pascal Olivier, le surlendemain, Louise Apollin lui écrit, Pascal Olivier vous trouve charmant. Et Pascal Olivier jouera un grand rôle auprès de Rouquier. C'est à elle que Rouquier va annoncer la mort de Louise Apollin. C'est pourtant, entre parenthèses, René Rouquier qui, pendant la guerre, a le contact le plus branché, poétiquement et politiquement. C'est quand il s'abonne à Poésie 40, qui est la revue de Pierre Segers, qui est alors encore à Villeneuve-les-Avignon, et dont Aragon est un des collaborateurs. Il parle à plusieurs reprises d'Aragon, et il en parle à Louise Apollin, ce qui laisse penser qu'elle était aussi abonnée ou qu'elle recevait, par des amis, cette revue, qui est une revue, donc Poésie 40, puis Poésie 41, etc., qui est une revue de large diffusion. La dernière, l'entreprise éditoriale importante commune entre Louise Apollin et Rouquier, c'est l'édition de Quatuor. Il s'agit d'éditer chez Bonafous, à Lavore, qui a encore du papier, des poèmes de Pascal Olivier, de Louise Apollin, d'Hervé Quintet, qui est de Groslay, et de René Rouquier. Donc 2 femmes, 2 hommes, hein, respectez la parité. Louise Apollin, alors c'est sa dernière grande entreprise, elle y travaille allègrement à l'édition de ses textes, elle corrige, comme elle fait, elle barre, elle remplace, elle pense éditer 4 petites plaquettes, un de chaque auteur, et finalement ce sera cette plaquette-là. On suppose qu'elle a pu la lire, qu'elle a pu la voir, elle est sortie, elle est éditée le 15 décembre 1943, mais Rouquier dit dans une lettre du début janvier 1944 qu'il ne l'a pas encore reçue et qu'il faudra s'occuper du lancement de cette plaquette. Père Bosc, de son côté, lui fait partager, lui ouvre généreusement ses relations, sa bibliothèque, ses amis, ses ennemis, tout le monde. Je passe, hein, c'est Cubagne, Cladel, Julien Galéry, dont il lui parle, qui lui fait découvrir, Paul-Louis Grenier, dont il donne l'adresse. Il lui fait connaître aussi les grands classiques qu'elle ne connaît pas, Goudouli, Bladé. Il lui fait partager ses propres découvertes, Suzanne de Terson, André Dupré, qui était, dont le manuscrit était possédé par son ami Paul Roland. Elle lui fait connaître aussi, alors c'est elle par contre qui lui fait connaître Louis-Charles Bellet, qui est le directeur de la Revue du Tarn, et qui très vite, avec qui elle correspond, et qui très vite lui est tout acquis, dit-elle. Et dans la revue duquel elle va publier ces 3 articles de fond sur l'œuvre de Père Bosc. Là, Philippe Gardy l'a dit, hein, c'est Louise Apollin et non Père Bosc qui repère Max Rouquette parmi les jeunes gens moqueurs d'Occitanie, mais il a bien du talent, avait voulu se créer des l'herbe en 1937. Et c'est encore elle qui pressent l'importance de la nouvelle génération d'occitanistes dans sa dernière lettre, le 20 mars 1948. Elle parle de la découverte de la nouvelle manière d'oc et de la déclaration de René Nelly, qu'elle a lu avec une curiosité passionnée. Alors, je vais passer sur la personnalité et les histoires avec Jacques Boussac, sauf à dire que Boussac, qui était président de la SEO, qui deviendra majoral du Félibrige en 1940, donc c'est lui qui a initié Louise Apollin à l'occitan, il a son âge, elle le connaît bien, etc. Dans Terre d'Oc, il est directeur de Terre d'Oc, et dans Terre d'Oc, il publie l'article de Louise Apollin sur le Lougot Occita, septembre 40, et dans la livraison suivante, une nouvelle d'elle, l'Ouramel Liou. Le problème vient moins de ce qu'elle publie dans Terre d'Oc que de la graphie qui est utilisée. C'est la graphie de la revue.
Alors Perbox se dépêche de lui écrire, est-ce que vous avez donné votre accord pour être publié dans cette graphie? Elle dit oui, bien sûr, il n'y a plus de revue, il n'y a plus rien, c'est la guerre, il n'y a plus que Terre-Doc, et de toute façon, je suis bien obligée d'en passer par là, et ça m'est égal. Et là, Salvat a rajouté une petite couche, il dit « Le maître m'a montré votre signature sur Terre-Doc, et cela ne lui a pas fait plaisir. » Donc là, elle est enragée, c'est à ce moment-là qu'elle... il y a une polémique dans laquelle elle veut ne pas s'embringuer, mais dans laquelle elle est embringuée entre Perbosque et Boussac, qui se passe dans Gaïsabé tout le printemps, toute l'année 41 en fait. Et c'est là qu'en conclusion, elle dit « J'ai failli jeter tous mes papiers au feu et n'écrire plus un mot de Languedoc. » Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir connu le monde de l'occitanisme pour ne pas comprendre ce genre de réaction. C'est effectivement, quelqu'un l'a dit ce matin, c'est ce qu'il y a de plus moderne. Mais elle n'abdique pas, et en 41, dans l'été 41, elle va publier dans Hoc, la partie de Hoc qui était encartée dans Terre-Doc, les 3 poèmes de Sourbe, mis en graphie à Libertine, et avec le commentaire de Max Rouquette, dont a parlé Philippe Gardy. Après l'épisode Boussac, ils ne parleront plus de Boussac. D'ailleurs, la correspondance entre Perbosque et Paulin va se raréfier très fortement en 42, 43. En fait, la correspondance est très importante en 37 et 38. Là, après, ça décline. Ainsi, la correspondance permet d'avoir une idée de ce qui est le plus difficile à apprécier, les recherches d'édition, la constitution des réseaux par les revues, les concours, les relations, les échanges de services. Elle montre aussi les dessous de certaines affaires, les déceptions. On y voit ce qu'on voit nulle part ailleurs, ce qui justement n'est pas paru par exemple. Ou ce qui paraît mal, ce qui est mal orthographié. Bon, par exemple, tous les reproches qu'elle peut faire à la campagne de la revue de Guéraud, elle regrette d'avoir envoyé tel et tel poème. Les critiques désagréables, les projets avortés, le concours de Toulouse. Oui, il y a toute une série de choses qui devaient se faire, dont il est beaucoup de questions qui ne se font pas. Et en particulier, le détail final, un peu ridicule, cette anthologie commandée par l'inspecteur d'académie du Tarn, qui va mobiliser pendant 1 année et demie un certain nombre d'auteurs importants et qui finalement ne se fera pas parce que l'inspecteur d'académie, comme toujours, va changer et que le suivant dira « mais je ne me sens pas du tout engagé par ce qu'avait dit moi, je ne vois pas pourquoi vous publiez ça ». C'est très très connu aussi, très moderne. Bon, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est quand elle dit, et elle le dit à Rouquier, pas à Perbosque, elle dit « Et maintenant, à nos amours, la poésie ». Ça, c'est les entourages de la poésie. C'est moi qui fais. Alors, elle lui dit ça le 24 juin 1942, justement après avoir évoqué avec agacement ce projet confus d'inspection académique. Ce qui fait le sel d'une correspondance poétique, c'est ça, ce sont les textes, les lectures croisées, les textes envoyés, passés au crible. Perbosque a un joli mot, il dit « écheniller », j'ai échenillé vos poèmes, elle dit « épluchage ». Ça ressemble. Alors, avec Rouquier, elle est brute. Quelques compliments, quelques encouragements, des exhortations, mais pas mal de critiques. Il faut travailler, c'est encore le meilleur moyen d'être heureux, c'est-à-dire d'oublier ce monde. Alors, mon jeune ami bat la veste, manche retroussée au travail. Elle trouve qu'il ne travaille pas assez ses textes en particulier. Elle lui dit, il faut toujours raccourcir des textes, ils sont toujours trop longs. Vous avez cru que la poésie était un luxe, qu'il fallait une escorte de bonheur? Pas du tout, la poésie c'est dur. Donc voilà, avec Perbosque, c'est très différent, on l'a vu. L'échange poétique s'installe d'emblée à un niveau d'affinité qui les surprend l'un et l'autre. C'est peut-être le moment le plus émouvant de leur correspondance, quand ils se rendent compte qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui les comprend. Ce qui m'aide par-dessus tout, c'est d'avoir quelqu'un qui parlait de mon travail, dit Louisa Paulin. C'est le plus difficile à trouver. Perbosque, vous êtes enfin quelqu'un qui me comprend et que je comprends. Croyez-vous qu'il y ait une demi-douzaine de personnes qui sachent me lire? C'est Perbosque. Louisa Paulin trouve, de façon un peu injuste d'ailleurs, que personne ne lit, elle se jette sur tous les articles qui paraissent sur Perbosque, il y en a beaucoup, personne ne sait lire Perbosque correctement, personne ne sent ce qu'elle exprime, elle, dès sa première lettre, la densité incomparable de l'expression et sa musique raffinée. C'est juste, c'est la formule absolument juste. La densité de l'expression et sa musique raffinée. Et puis aussi, aucun ne sent
le feu qui brûle là-dessous. Il croit que c'est des petits contes, des petites fables, des petites histoires. Non, il y a un feu secret. Donc elle trouve que tout le monde passe à côté du sujet, c'est pourquoi elle se met à faire, tout de suite, très vite, à avoir le projet d'écrire elle-même ses articles. Alors voyons dans leur correspondance quel regard Père Bosc et Louise Apollin portent sur leur œuvre et sur l'œuvre de l'autre. Rapidement, Père Bosc, lu par Louise Apollin, elle découvre des aspects du lyrisme de Père Bosc qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle avait lu en gros que les Fablels, et dans les années 37, au début de leur correspondance, elle n'avait lu que les Fablels, des contes et le livre des Auxerres. Et quand elle lit le numéro spécial du Grêle Carcinol, qui est consacré à Père Bosc, elle dit « Le lyrisme que je soupçonne d'après les sonnets, je le retrouve dans la plupart des poèmes du livre d'El Campestre. » Et à partir de là, elle n'aura de cesse de lui dire « Mais ce livre d'El Campestre dont vous parlez, parce qu'il lui a dit qu'il avait l'intention de le publier chez Privat, puis il n'en parle plus. » Elle dit « Mais enfin, mais ce livre d'El Campestre, vous le faites ou vous ne le faites pas? C'est très important. Il y a des choses très très importantes. La Canefort Occitane, la Fond del Sculu, Sonos, Trelou. Bon, tout ça c'est très 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 important. Et lui, il sait très bien, il fuit. Elle apprend par cœur des poèmes, elle les dactylographie, tu l'as dit, et par là même, elle se les approprie. Elle dit, je suis experte dans l'art de l'explication de texte. J'ai fait ça avec mes élèves, et elle le fait avec Père Bosc. Elle lui fait des explications de... Par exemple, quand elle fait l'analyse de la Fouine de la Strade, c'est une lecture mais magistrale. On prend la page de Louise Apollin, on prend le poème, il n'y a rien de mieux. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir lu cette correspondance quand on avait le livre d'El Campestre au programme du CAPES. Mais bon, voilà. Vous êtes un fleuve russe, un de ces fleuves immenses, déconcertants au premier abord, avec leurs méandres qui avancent d'un mouvement à peine sensible, quelquefois, mais irrésistible, entraînant dans leurs eaux tout un monde. Bon, les exemples pourraient être multipliés. Bon. On voit aussi dans cette correspondance comment Père Bosc finit par se livrer par livrer un peu de lui-même et de sa conception de la poésie. Alors elle insiste, au début il résiste beaucoup à ces questions sur son art poétique, mais elle insiste tellement, elle est tellement persuasive qu'il se livre de plus en plus. Il revient sur son œuvre ancienne, il s'en explique. Sinon sur sa vocation, du moins sur ses recherches de folkloriste et sur son parcours d'écrivain. C'est ça, c'est ce regard de Père Bosc sur lui-même, je trouve, qui constitue un des aspects les plus précieux de cette correspondance. On voit comment Père Bosc considère l'étude du folklore comme une source profonde et d'une certaine façon aussi un empêchement, un retardement en tout cas de sa production poétique. Alors là, il y aurait des dizaines de citations, j'en prends qu'une. Le folklore, j'ai passé ma vie à étudier cela. Et maintenant, me voilà documenté pour une œuvre que je n'ai pas le temps de faire. C'est un leitmotiv. Robert Laffont avait bien vu dans son article, il y a eu un colloque Père Bosc organisé par le CELO en 1990, et Robert Laffont, qui n'avait pas lu, je pense, la correspondance, voit bien cela. Il oppose, dans sa lecture, il oppose chez Père Bosc le temps long de l'interrogation de la parole traditionnelle au temps bref de la création poétique. Et il dit que le premier écrase un peu le second. Plus spécifiquement, la correspondance avec Louise Apollin nous donne l'occasion d'observer sur ce fond de ressassement de l'œuvre inachevée qui accompagne la reprise des textes anciens de Père Bosc, alors quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est le surgissement d'un de ces thèmes mobilisateurs autour duquel l'écriture s'organise. Ici, c'est un thème folklorique qui arrive au milieu à peu près de la correspondance, ou plutôt une métaphore née d'un mythologisme, celle des sabots des crapauds. As d'esclos, nous et tu, ta parole. Alors, ça commence en décembre 37, et puis c'est quelque chose qui revient, et puis Père Bosc ne parle plus que de cela. Il lui envoie le poème qui s'appelle Cal d'esclos, et elle lui répond 300 vers qui semblent écrits d'un seul jet, qui sont étourdissants de verve et de richesse. Alors, on est dans l'obsession, dans le thème obsédant de Père Bosc, c'est la poésie, comédie, tout le folklore sabotesque, il passe. Il écrit que ça, il n'y a que des sabots partout, des fois, des crapauds de tout, des sabots. La fin du livre d'El Campestre, il n'y a que des sabots. Première fois qu'on le lit,
Où on va? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On les voit arriver là, les sables. Je cite Félix Castan, justement dans ce même colloque Perbos, il relève cette curieuse et énigmatique méthode constante chez Perbos qui consiste à organiser chaque livre poétique autour d'un thème, le vin, l'oiseau, le chant, le dévidoir, qui prennent valeur de mythes et qui sont des symboles de vie, de vrais alambics du langage. Castan aussi, là, le sens de la formule, l'alambic du langage, c'est bien ça, c'est pas seulement une marotte de folkloriste, c'est une question de langage. Alors, Louise Apollin comprend, partage complètement, encourage cette inspiration folklorique. Dès le début, elle lui pose des questions parce qu'elle est un peu, bon, elle ne connaît rien, il lui donne des renseignements sur les randonnées, les énigmes, les contes. Mais le folklore ne fait pas tout de l'art poétique. Et il y a une lettre de Perbos qui est très précieuse à cet égard, c'est celle du 9 mars 41, où à propos du vers libre, il parle de ses contemporains, et sans le nommer, de Verhaeren, son seul modèle. Je n'aime, dit-il, guère Claudel ni Paul Valéry, mais j'aime assez souvent celui qui vaut mieux que tous, qui a su trouver ces 4 vers, et beaucoup d'autres aussi beaux. Les feuilles tombent des cépées sur le chemin, comme des mains coupées. Et c'est vrai que c'est très troublant, parce que quand on lit ça, on pense à qui? On pense à Apollinaire. En fait, il fait une citation de tête. C'est pas exactement ce que dit Verhaeren. Verhaeren dit « Comme des mains coupées, les feuilles choix sur les chemins, les prés et les cépées ». Il y a une manière de retourner la phrase qui fait penser à Apollinaire, qui le modernise en fait, qui modernise Verhaeren. Ceci dit, moi aussi cette piste-là, je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. Verhaeren, c'est le modèle, alors il ne le cite pas, le nom n'est jamais prononcé. Un des modèles de Perbos. Enfin, dans cette correspondance, évidemment, Louise Apollin, on voit Louise Apollin vue par elle-même. Louise Apollin, grande lectrice de Madame de Sévigné de Saint-Simon, qui écrit dans son journal en mai 1924 que les lettres sont pour elle une autre façon d'autobiographie, mais avec public, en grande tenue ou en grand négligé, ça dépend des heures et des gens. Peu de négligé dans la correspondance avec Rouquier, ni avec Perbos d'ailleurs, hein, où l'autobiographie est fort contrôlée, y compris, je crois, dans les notations de la vie quotidienne, le temps qu'il fait, les saisons, la maladie, les privations pendant la guerre, et surtout l'écriture et ce qui l'entoure. Elle parle des circonstances de l'écriture, les musiques qu'elle entend, l'air, les feuilles, un vol de pigeons. Quand je vais à peu près bien, je travaille quand je veux, je me mets à ma table, il se crée autour de moi une zone bienheureuse. Il n'y entre que ce qui peut me servir, et je peux à volonté laisser ma plume et la reprendre. Mais au-delà des circonstances, la poésie exige une discipline, un travail quotidien. Alors, comme elle le dit souvent à René Rouquier, je sais que j'ai tort de ne pas écrire chaque jour. Il faut le faire, dit-elle. Quand elle parle de son écriture, Louise Apollin fait montre d'une lucidité parfois agressive à l'affût du contresens. Elle a souffert de lectures superficielles sur l'écriture féminine. Elle dit « ouvrage de dame », c'est pas ce que je veux faire, ou de la prétendue spontanéité de ses poèmes. Et il y a en particulier une lettre qui est citée par Théophile Briand, une lettre à Saint-Paul-Roux, non, une lettre à Théophile Briand, mais qui s'adresse en fait à Saint-Paul-Roux, parce que Saint-Paul-Roux avait dit c'est très frais quand on lit, en substance, quand on lit Louise Apollin, beaucoup de fraîcheur, et on a envie de glorifier la vertu d'ignorance. Voilà. Alors elle est évidemment, c'est juste elle répond qu'elle a plus que quiconque le culte du savoir, la pratique du texte, et que sa poésie est un travail, un dépouillement travaillé, très travaillé. Quel dépouillement, quel dénuement très volontaire, et où l'inspiration n'avait plus rien à voir. J'y suis arrivée par des cheminements pareils à ceux de l'eau, sous et sur la terre, mais je savais où je voulais en venir. Dans n'importe lequel de mes poèmes, tout est choix, jusqu'aux respirations. Et le travail du poème, là aussi, je reviens sur ce qu'a dit Philippe Gardy, on s'est beaucoup croisé. Le travail du poème en occitan, c'est Perbos qui le domine. C'est Perbos qui lui donne l'idée d'une langue recréée par le poème et qui rend le poème possible au niveau, qui rend le poème possible en occitan au niveau où elle l'a placé auparavant en français. C'est pourquoi elle dit alors là-dessus, il y a beaucoup de
des choses très très justes qu'elle écrit à Salvat en particulier. Comment elle a du mal à passer de l'écriture en français à l'écriture en occitan, mais comment d'une certaine façon l'écriture en occitan, elle vient de plus loin, elle a plus de force. Mais elle rame. C'est pourquoi elle lui dit souvent, c'est vous qui avez sauvé les mots de l'oubli, c'est pourquoi elle lui dit à plusieurs reprises et sous différentes formes, ce que Gardy citait tout à l'heure, quand j'ai envie d'écrire un poème, j'ouvre le livre des oiseaux, je prends un mot, etc. Et elle le dit aussi. Alors c'est souvent d'ailleurs que c'est normal, que ces correspondances se recoupent. Elle dit à Salvat, à peu près en même temps, vous ou dire le meu biaille d'écrire un poème, les dis un poème d'Antoni Perbos, ils prennent une mout qui m'aggrave, ils bastissent le même poème à l'entour, jusqu'au Munis, à l'entour d'une broc. Là, c'est joli, la métaphore de Munis à l'entour de la broc. Et ça est quand il écrit plein dans ce démail. Et l'intérêt d'une correspondance réellement amicale et réellement poétique, c'est qu'elle ne rechigne pas à montrer les antichambres du poème, l'œuvre en gestation. On suit la genèse et le cheminement de la veine qui aboutira à Sourbe depuis le 2 septembre 1937, où elle rêve de 14 proses, qui sont des poèmes en vers libre, dont les premiers proses pernucerdentum sont envoyés à la revue de Guéraud La Campagne, jusqu'à l'annonce donc du 2 septembre 1937 au 26 octobre 1937, où elle dit il est question d'un nouveau bouquet, il y aura 15 poèmes de même inspiration, de même couleur, le deuxième est sur le chantier, et c'est sans la mention de titre, alors c'est la première mention de Sourbe. Le 9 décembre 1937 de la même année, soit en un peu plus d'un mois, elle dit mes sources sont presque toutes nées, 12 sur 15. Tout ça se passe dans l'espace de 2 mois. Et ensuite, le printemps suivant, elle va remanier prose et Sourbe, et pour ne faire qu'un seul recueil, qui aura ces 3 entrées dont on a parlé. Le livre ne paraîtra que fin 40, après une longue attente qui n'avait rien d'exceptionnel en temps de guerre, et elle s'en explique d'ailleurs, elle raconte ça à Salvat, Privat n'a presque plus d'ouvriers, ils sont tous réquisitionnés. Dans Sourbe, Perbos le premier a senti un ton nouveau. Max Rouquette le dit aussi donc, dans Hoc de l'été 41. Elle dit, elle, que la veine de Sourbe est pour elle un délassement au grand poème historique à la recherche d'un épique moderne, tantôt pour faire mine de dévaloriser ce qu'elle appelle la veine mineure, tantôt pour la mettre à sa vraie place. Il y a un jeu très compliqué là entre ces deux types d'écriture dont on va parler encore tout à l'heure. La veine mineure, elle la dévalorise, mais au fond, elle dit, c'est ce qui permet d'aller au plus profond de la vie. Ces poèmes-là, qui sont en fait pas des délassements, mais qui vont le plus loin. J'ai vécu à côté de la vie, vous me le faites découvrir chaque jour davantage, mais je ne pouvais la découvrir et l'accepter que transposée, c'est-à-dire intensément ressentie. La vraie vie, c'est la littérature. Conclusion, ce qui soutient l'intérêt de la correspondance littéraire, c'est bien sûr la présence continue de l'œuvre, au premier, au second, au troisième plan. Bon. Quand Louise Apollin est à sa table de travail, le 23 décembre 1938, quand elle entend, tout à l'heure, voilà, on a Réalmont là, quand elle entend sonner au clocher de Réalmont, elle dit « J'entends sonner le dernier Nadalette qui sonne ». J'entends le dernier Nadalette qui sonne. Le lecteur pense au poème de Sourbe, Nadalette, Tindo, 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 et à la prose du même nom, Nadalette, parue dans Gaï Sabé. La vie, l'œuvre, tout sur la même table de travail. Pour René Rouquier, la correspondance avec Louise Apollin a favorisé son entrée en littérature et accompagné son engagement important dans la vie sociale et politique. Pour Perbosque et Louise Apollin, ce fut, il ne cesse de le dire, un bonheur inespéré, une compensation au malheur du siècle et de leurs dernières années. Elle est son bonheur ineffable, il est son soleil, sa lumière de septembre. Cette paix, cette luminosité, cette perfection dans le moment que l'été n'atteint pas et que certains automnes réalisent, tout cela je le retrouve en vous. C'est une correspondance émouvante, tout le monde en a été ému en la lisant pour la première fois, passionné en même temps lucide, dont Louise Apollin exprime aussi toute la dimension créatrice. J'ai relu quelques-unes de vos lettres, je suis frappée par l'influence qu'elles ont eue sur ce que j'ai écrit.
non pas dans le détail, mais dans l'ensemble, dans la direction de mon travail, en 18 septembre 1942. Et cette dernière reconnaissance de l'influence profonde dans la direction de son travail de Père Bosch, c'est pas une coquetterie, c'est pas... Non, c'est une vérité profonde et surtout la preuve de cette lucidité extraordinaire dont fait preuve à de nombreuses reprises Louise Apollin. Une question? Aurélien. 2 minutes, c'est pas ma source. C'est pendant qu'il prépare sa source, je vous donne. Vas-y. Français, on tout à fait. Donc il y a Moumé, Pamela Scambia, mais Felipe Gardi, sus la question de laquelle antologie scolaire, car oui. Preparado de Pauli, oui. Pendant la guerre. C'est sûr que c'est stade annulado à quel... Et a qui, un public à qui la lettre extraordinaire et des respectifs académiques PCDis, je dis non. C'est quoi cité cette lettre? Retourner sur le pied, je ne vois pas en quoi l'édition de mon ouvrage peut dépendre de ma décision. Albi, le 25 novembre 1942, point final. L'inspecteur d'académie, c'est le suivant. C'est toujours comme ça, il y a un inspecteur. À qui? À ma fille. C'est Catherine. Avec Trapatunus. Alors, mais pensez que par exemple de la Felipe et de la correspondance René Rouquier, la dit que la pagine 1280 de la correspondance sépare d'une anthologie. Non, par de Rouquier. Et me dit qu'il y a une référence à laquelle reviste que ça trovaria nos archives del Collège Lusitano. E io il nostro padre. Oui, perché perché lui non travaillò en commençant de la part à quelle antologie à qui il y a des mondes qui ont donné des contributions, il y a Cubaine, il y a Mouli, et donc à qui presque un boulot, c'est des autres histoires. Bon, elle est tout un travail des camarades. Une autre question?